Alors, je vous cède la parole, Monsieur le député de Saint-Jean, pour les 5 prochaines minutes. À vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, d'entrée de jeu, effectivement, l'avenir des centres d'éducation populaire de Montréal, il y en a 6 à Montréal. Juste pour vous situer géographiquement, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Montréal-Nord, Plateau-Mont-Royal et Centre-Sud. Donc, les six quartiers qu'on doit le dire, qui ne sont pas les plus favorisés de Montréal. Donc, on a la chance d'avoir des centres d'éducation populaire dans ces 6 quartiers. D'entrée de jeu, j'aimerais aussi, Monsieur le Président, avoir des réponses de la part du ministre sur la question que j'ai posée aujourd'hui. Et on connaît déjà l'histoire là, des centres d'éducation populaire. Donc, si le ministre peut me répondre sans nécessairement refaire la genèse des centres que nous connaissons déjà. Et aussi, il faut savoir qu'il est le ministre de l'Éducation. Donc, l'éducation populaire et l'éducation des adultes, c'est dans sa juridiction comme ministre. On peut aussi dire que c'est la commission scolaire, mais là, c'est pas l'enjeu de la discussion. C'est lui, comme ministre, ce qu'il va faire comme action pour régler cette question. On peut aussi dire, Monsieur le Président, que le ministre demande, au fond, de faire la preuve aux centres d'éducation populaire de leur viabilité financière. Mais vous savez qu'un centre d'éducation populaire, c'est comme un organisme communautaire, ça offre des services, c'est pas là nécessairement pour faire de l'argent. Donc, pour eux, c'est très difficile de pouvoir prouver et de démontrer sans aide, sans accompagnement, pour faire un plan d'affaires, ce que ça peut rapporter un centre d'éducation populaire. Le ministre s'était engagé à les aider. Ils attendent toujours cette aide technique pour monter leur plan d'affaires. On dit aussi même que depuis l'arrivée du ministre, parce que vous savez que c'est un dossier qui date de plusieurs ministres, mais donc il y a eu un comité qui a été formé, mais qu'il n'y a rien de concret qui est ressorti de ce comité. La vraie histoire des centres d'éducation populaire, Monsieur le Président, c'est que ces centres existent depuis maintenant 45 ans. Et au 31 octobre, si rien n'est fait, on pourrait voir leur fin arriver. Et tellement que les centres d'éducation populaire ont mis sur Internet un genre de pétition, donc 30 jours pour sauver les CEP. Et les gens peuvent aller signer sur Internet pour appuyer leur CEP et leur centre d'éducation populaire. Et les gens peuvent appuyer cette cause. Dès le départ, c'était la commission scolaire qui aidait en fournissant leur local, qui payait les factures de chauffage, d'électricité, de téléphone, Internet, qui payait. Puis maintenant, avec les coupures qu'on voit en ce moment, avec l'austérité du gouvernement, c'est plus difficile pour la commission scolaire de Montréal, qui est maintenant dans l'obligation de mettre de côté ses activités. 283 employés à temps plein et temps partiel, 1173 bénévoles, 8200 membres dans les centres d'éducation populaire, 24 organismes communautaires qui habitent, qui résident, si on peut dire, qui ont leurs locaux dans les centres d'éducation populaire. Donc, si rien n'est fait dans quelques jours, c'est tout ce monde-là qui sera devant un mur. Oui, effectivement, les immeubles ont besoin d'être rénovés, mais ils n'ont pas besoin de tous être déménagés. Donc, la réponse du ministre d'aujourd'hui peut nous amener plusieurs questions et préoccupations. Donc, qu'est-ce que le ministre va faire concrètement pour soutenir les 6 centres d'éducation populaire à Montréal? Quand on sait qu'ils ont, oui, à mettre de l'argent pour la rénovation, environ 12 millions, quand on sait qu'ils ont besoin d'argent pour leurs frais de fonctionnement. Donc, j'aimerais avoir de la part du ministre des réponses à ces questions, d'autant plus que lors des crédits du printemps dernier, le ministre se posait toutes ces questions sur savoir exactement ce qu'ils avaient besoin. Ça fait maintenant plus de 6 mois. J'aimerais savoir si le ministre a enfin trouvé réponse à ces questions et pouvoir aider concrètement les centres d'éducation populaire qui, je le rappelle, seront demain devant l'Hôtel de Ville de Montréal pour demander au maire Coderre d'être aidé, comme si le maire Coderre maintenant était le ministre de l'Éducation. Donc, le ministre de l'Éducation, il est devant nous. J'aimerais avoir réponse à mes questions de sa part, savoir ce que lui fera pour aider les centres d'éducation populaire à Montréal qui aident plusieurs milliers de familles de Montréal.
Merci, M. le député de Saint-Jean. Et pour les 5 prochaines minutes, je cède la parole à M. le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. À vous. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie mon collègue pour l'interpellation. Donc, je ferai une première mise au point qui est très importante. Il n'y aura bien sûr aucune fermeture des centres d'éducation populaire le 30 octobre prochain. Ils ne sont pas du tout en danger pour le 1er novembre, ni pour le 1er décembre, ni pour le 1er janvier, ni plus tard. Nous avons un engagement à leur endroit. C'est un engagement que nous avons pris il y a un certain temps là, pour les financer pendant une période, disons, intérimaire d'au moins 1 an pour savoir exactement comment nous allons les établir pour la suite des choses. Donc, première chose, première mise au point, il n'y aura pas de fermeture, aucune fermeture des activités le 31 octobre prochain. Petite mise en contexte, mon collègue m'a averti de ne pas retourner trop dans l'histoire. Je suis d'accord avec lui, on a que quelques minutes seulement, mais préciser que les centres d'éducation populaire pour le ministère de l'Éducation sont dans une mission qui est la mission, disons, formation, éducation des adultes et alphabétisation. On retrouve partout sur le territoire du Québec des organismes communautaires que nous appuyons, bien sûr, pour cette mission. Les centres d'éducation populaire à Montréal font partie de cette vaste entreprise, de ces organisations communautaires qui appuient l'alphabétisation et l'éducation des adultes. Et bien sûr, c'est une priorité pour nous de maintenir notre appui à cette mission. Mon collègue l'a mentionné, donc la Commission scolaire de Montréal a délaissé les centres l'année dernière et il a fallu trouver une façon de les sauver, de sauver leur mission. Et le ministère de l'Éducation n'a pas hésité une seconde à les prendre sous leur aile et à leur trouver un financement. Leur financement qu'on leur doit, donc comprenez bien, ils ont 2 financements. Un financement de base comme les autres organismes communautaires en alphabétisation, mais nous leur accordons cette année un financement supplémentaire de 600 000 $ pour suppléer, bien sûr, au manque à gagner et au retrait de la Commission scolaire de Montréal de ces activités-là et de ces relations-là à leur endroit. Donc, on est vraiment très engagé, plus loin que le 31 octobre, bien plus loin, pour une année complète que l'on s'est donné pour savoir où va-t-on exactement et qu'est-ce qui serait bien pour ces centres. Il y a différentes propositions. Je vous rappelle que ces centres, et ça, je pense, c'est bien connu et reconnu de tous, vivent dans des locaux qui sont vétustes. Et il faut faire une évaluation si ces locaux-là ont encore un avenir pour ces centres. Donc, il y a un enjeu d'évaluation des locaux en place pour voir est-ce qu'ils répondent bien aux besoins et est-ce qu'on doit investir et quel niveau d'investissement serait nécessaire pour les rendre à toute fin pratique utiles et sécuritaires. Donc, il y a cet enjeu-là. Et ensuite, il y a un enjeu de financement à long terme. Et je veux essayer de corriger peut-être une perception qu'on a pu retrouver dans les médias. Nous ne demandons pas à ces centres de devenir des organismes qui ramassent des sous, donc qui ont une fin marchande. L'expression « plan d'affaires », malheureusement, je trouve, ne convient pas à ce qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, c'est une planification budgétaire. Et cette planification budgétaire est importante pour ces centres eux-mêmes, pour savoir exactement où ils peuvent aller et de quelle façon on doit les accompagner. Je rappelle que cet enjeu-là, ce n'est pas nous qui l'avons posé, c'est les centres eux-mêmes. Lorsqu'ils ont proposé au ministère une planification sur plusieurs années, ils postulaient qu'il serait possible d'aller chercher des nouvelles sommes, etc. Donc, on a développé cette idée-là avec eux, qu'ils seraient en mesure de prendre à la fois la responsabilité des nouveaux locaux dont ils vont disposer et de le faire à long terme. Donc, c'est vraiment un enjeu d'être soutenable dans le temps. On ne leur demande certainement pas d'aller chercher des fonds supplémentaires et de faire des profits. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour l'alphabétisation. Ils sont là pour aider les plus démunis. Mais c'est important de bien voir quelle est leur planification budgétaire et jusqu'à quel point ils vont pouvoir prendre sur leurs épaules les nouvelles charges qu'ils nous demandent de prendre. Donc, on est dans cette démarche-là. Nous les soutenons pour toute l'année en cours et notre intention, c'est de trouver une formule qui convient à tout le monde, en équité avec l'ensemble des organismes communautaires en alphabétisation. Mais notre objectif, c'est de trouver une façon de les soutenir à très long terme, si possible.
Merci, M. le ministre. Et je cède la parole pour les 2 minutes de réplique à l'auteur de cette interpellation. Monsieur le député de Saint-Jean, à vous la parole. Merci, M. le Président. Dans le journal Le Devoir du 17 octobre dernier, il y a quelques jours seulement, Sylvie Mongrain, directrice générale du pavillon d'éducation communautaire de Schlager-Maisonneuve, qui est un des 6 centres d'éducation populaire à Montréal, disait « Les travaux auraient dû débuter au printemps dernier, mais le ministre a dit qu'il ne dépenserait pas un sou avant qu'on lui prouve notre viabilité économique. » Elle ajoute « Il nous a demandé de fournir un plan d'affaires et c'est pour ça que c'est urgent. Pour la fin octobre, un plan d'affaires, dans mon cas, il faut que je trouve 150 000 et là, je pleure parce qu'il n'y a pas beaucoup de gras à couper ici. » Elle se questionne « Couper où? Couper dans les salaires? C'est difficile de couper nos salaires. Ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas été indexés. Couper dans les services offerts? Pour la plupart, ils sont offerts grâce à des bénévoles. Couper dans les heures d'ouverture, ça signifierait couper dans les salaires, donc c'est pas possible. » Monsieur le Président, j'ai entendu la réponse du ministre. Je ne peux pas dire que je suis toujours rassuré parce qu'on le sait, là, c'est mai 2016, l'échéancier. Sauf qu'il y a quand même un échéancier qui a été lancé de l'appareil, le ministère de l'Éducation, 31 octobre. Donc, ça vient vite, là, c'est dans quelques jours. Donc, est-ce que de la part du ministre, il y aura une aide technique pour accompagner ces centres d'éducation populaire-là, pour assurer leur survie, pour pouvoir poursuivre leur travail qu'ils font si bien depuis plus de 45 ans? Donc, ce n'est pas d'hier, ça doit être parce qu'ils sont capables de gérer quelque chose. Si depuis 45 ans, ils sont en existence, ces centres d'éducation populaire. Monsieur le Président, je terminerai en rappelant ce que Mme Mongrain mentionne. Perdre les centres d'éducation populaire, c'est beaucoup plus que la disparition de simples cours de tricot. Il s'agit encore de petits bouts de laine, mais ici, ce qu'on tricote, c'est un filet social, et ça, c'est indispensable. Merci, M. le Président. On vous remercie, M. le député. Ça met fin à cette réplique au premier débat.